Salut Thierry. Bonjour Christophe. Eh bien écoute, je suis bien content qu'on puisse échanger autour de cet album Monaco, luxe, crime et corruption. Drôle d'histoire. Comment tu t'es retrouvé sur ce projet-là? C'est par le biais de la revue dessinée. À l'époque, j'avais déjà fait quelques reportages. L'idée de la revue, c'est d'associer un journaliste et un auteur de BD. Et en fait, il m'avait fait rencontrer Hélène Constanti à l'époque sur ce sujet-là. Moi, j'ignorais complètement ce que c'était, hein. C'est donc grâce à David Servonnet à l'époque, hein. C'était l'un des associés de la revue dessinée. Alors Hélène est journaliste d'investigation à Mediapart, hein, c'est ça? Oui. Donc elle avait déjà commencé à travailler sur ce projet pour nous raconter un peu cette histoire de Monaco qui est absolument effarante et impressionnante. En fait, elle enquête sur. Elle est basée dans le Midi et elle a un travail qui est assez polyvalent sur Nice, toutes les affaires un peu de corruption. Elle s'occupe beaucoup aussi de l'environnement. Je sais qu'elle a suivi des associations qui protègent l'environnement. Et par ce biais-là, ouais, elle est venue à s'intéresser à Monaco. Euh, alors, pour, pour parler de ce lieu-là, il est finalement très peu connu, je pense. Tout le monde croit savoir ce que c'est, mais on ignore en fait ce qui se passe réellement. Alors, Moi, qu'est-ce ma que tu connaissance, connaissais, toi, par exemple, de Monaco, justement, à part ce qu'on peut voir dans les tabloïds depuis des années? euh, Qu'est-ce que tu connaissais, bah, toi? c'est comme tout le monde, comme toi, je suppose. C'est-à-dire que c'est quand on va chez le dentiste ou le docteur, on lit les revues, c'est Le Prince, les petits-enfants, il y a des galas de charité, on voit plein de gens très connus, des célébrités, ça a l'air sympa, voilà. Et en fait, elle a découvert la principale chose que tout le monde ignore, c'est que c'est un paradis fiscal. C'est un endroit où les gens planquent leur argent, en gros. Les riches viennent planquer leur argent. Collé à la France, et effectivement, on va rappeler un petit peu rapidement comment démarre l'album, puisqu'on part sur un fait qui s'est passé il y a quelques années, qui est l'assassinat d'Hélène Pastor, qui est une des femmes les plus riches de Monaco, en fin de compte. Oui, c'est ça. Il y a quatre, je crois de mémoire, il y a 4 ou 5 grands milliardaires qui y vivent, dont elle. En fait, c'est une dynastie, les Pasteurs, qui possèdent le parc immobilier Monaco. Et ça les rend immensément riches. Ils se séparent la richesse, de cette richesse-là entre plusieurs frères, fratries, qui se parlent d'ailleurs pas. Enfin, c'est très compliqué comme déjà climat familial. Mais ouais, voilà. C'est effectivement une affaire de famille au départ, puisque le gendre est impliqué dans l'assassinat. Enfin, il y a tout un système assez sordide. Et puis va intervenir un oligarque russe qui est propriétaire du club de football de la principauté de Monaco. Oui, c'est ça. En fait, ce qui se passe dans l'album, c'est que on passe d'un. C'est assez complexe comme album parce qu'il y a l'aspect paradis fiscal, financier, pourquoi Monaco existe. C'est un endroit où, effectivement, le milliardaire met à l'abri son argent, tout ça. Et en même temps, il y a un polar. C'est la première histoire que tu as évoquée là. C'est ce crime qui est fait, mais alors on dirait du Siménon, quoi. C'est le beau-fils qui tue la belle-mère pour toucher l'héritage. Ça, c'est épouvantable. Dans un endroit très ouaté, très clean, on est dans du Disneyland, tout le monde se connaît, c'est très poli, il n'y a pas de violence, il n'y a rien qui se passe. Et en fait, elle va basculer petit à petit, Hélène, à travers cette histoire très sordide, très horrible, un crime. Hein. Elle bascule sur cet oligarque russe qui nous montre quels sont les enjeux, en fait, quelle est la poussée, pourquoi, quand on est milliardaire, il faut absolument rentrer dans ce pays-là, parce que c'est la seule manière de sauver sa richesse, en fait. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu es allé là-bas sur place pour faire des repérages? Comment tu as travaillé par rapport à cet album? Moi, en fait, j'ignorais complètement ce qu'était Monaco. J'en avais vu des photos. Ça ne m'attirait pas plus que ça. C'est David Servenet et Hélène qui m'ont dit non, mais il faut absolument que tu ailles te balader là-bas. Et donc, j'ai été faire un tour en touriste. Et en fait, c'est tout petit. Enfin, pour ceux qui connaissent, c'est pas reprenant, mais c'est surtout, c'est pas beau. C'est un truc qui est floqué de béton. Alors, c'est un béton nickel, hein. Il y a des Jaguars qui se baladent, des Rolls. Il n'y a pas un papier par terre. C'est très bien, voilà, c'est très bien tenu, mais on voit bien que c'est un empilement monstrueux d'édifices pour les gens s'entassent là-bas. C'est vraiment un endroit, c'est la Côte d'Azur, le long d'un endroit qui peut être magnifique d'ailleurs à l'origine. C'est vraiment encaissé dans un truc formidable.
Donc voilà. Et puis moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de sortir de la petite lagune, du casino, des endroits que tout le monde connaît, et de rentrer un peu derrière, d'aller dans ces immeubles. Et là, tout à coup, tout est mort. Et c'est vraiment des endroits, ils ne sont pas habités. Il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas de. C'est vraiment un endroit, on a l'impression, ouais, un coffre-fort en béton, le truc. C'est Oui, assez froid. semble aseptisé, dans une air assez feutré, bloqué, etc. Et effectivement, là, on pénètre dans un truc qui est hallucinant, qui paraît, pour un citoyen lambda, assez fou de se rendre compte de toutes les manipulations qu'il peut y avoir derrière et tout le trafic à ce niveau-là. Ouais, ouais. Ça m'a fait penser en fait à Disneyland en fait. C'est l'effet qu'on a quand on va se balader à Disney parce qu'il y a une façade en stuc très belle, machin, et derrière, c'est très dur d'aller derrière. On se rend compte qu'on ne peut pas aller fouiller. Hélène a eu beaucoup de mal, elle a eu un vrai travail d'enquêtrice là-dessus parce que tout est fait pour que justement on ne sache pas, on ne voit pas. Il y a vraiment un travail de façade là-dessus. Alors effectivement, comment en tant que dessinateur, on arrive à traduire cette brutalité finalement? Oui, c'est ça, c'est la violence de l'argent. C'est très exactement ce terme-là. Bah, de toute façon, il y a plusieurs niveaux de lecture dans la BD. On a le polar, l'histoire, en fait, qui sont souvent en fait, des rapports de police. Hein. Elle a eu accès, Hélène, à tout le travail des policiers qui nous ont permis de créer des scènes, préparation du crime, des rencontres, les trucs. Ça, c'est l'aspect vraiment factuel de reconstituer des choses qui se sont passées. Là, c'est de la BD pure, hein, d'action qu'on connaît. Et puis, il y a aussi une autre chose qui est très facile à faire en BD, qui apporte énormément, c'est la symbolisation, c'est-à-dire les tractations financières, les flux d'argent, comment on exprime le fait que c'est quand même les surfaces habitables au monde les plus chères au monde. Ils sont plus chers qu'à Tokyo, qu'à Paris ou à Londres. Donc ça, en dessin, c'est très simple. On fait un personnage de milliardaire et puis on montre des petits carrés au sol qui s'agrandissent. On voit où est Monaco. Ça, c'est le symbole de la BD que tu connais. C'est du dessin, en fait, qui exprime des choses abstraites qui sont peut-être ennuyeuses en plus à raconter des fois. Là, Mmh. j'ai pu utiliser tous ces moyens-là dans cet album, en fait. Alors concrètement d'ailleurs, quelles sont tes techniques de travail? Et je suis principalement en numérique, hein. Je ne fais plus tellement de papier. Après, j'ai un énorme travail documentaire sur des projets comme ça. C'est très, très lourd. Faut vraiment, on a des personnages qui existent, des lieux qui existent. Je travaille sur plan. Il y a un gros travail documentaire pour faire ça. Et puis surtout, on est obligé de travailler aussi. On ne peut pas être simplement dessinateur parce que le journaliste, Hélène, elle sait raconter une histoire, elle a écrit des livres et tout, donc ça c'est un gros apport, mais on est obligé, nous, de travailler aussi en amont, c'est pratiquement de la scénarisation, il faut qu'on scénarise, qu'on storyboard, qu'on construise complètement la BD, c'est pas simplement du dessin. Et ça aussi c'est formidable parce qu'on peut vraiment, à partir de notions abstraites, des fois, créer une scène, un storyboard qui aboutit à la BD. C'est complet en fait, on est auteur là-dessus, auteur BD là-dessus. Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas la première fois que tu travailles sur un sujet de société comme ça. Il y avait eu l'affaire Kadhafi-Sarkozy. Est-ce qu'il est important pour un auteur ou un artiste en règle générale de se plonger un petit peu dans ces sujets de société? Est-ce que tu te considères comme un auteur engagé? Oui, on l'a déjà dit. C'est vrai que j'ai un côté militant. Moi, j'ai découvert l'information, je pense, assez tard, et surtout une forme d'information qui m'intéresse vraiment. Euh, j'ai l'habitude de dire, par exemple, c'est ce que le travail que fait la revue dessinée, c'est un travail social en fait, qu'on n'entend plus tellement. On a aujourd'hui des médias, faut le dire, qui sont possédés par des milliardaires. Hein. Les chaînes aujourd'hui télé sont toutes la propriété de gens très riches. Donc on a une espèce de vision qui est tout de même orientée, faut dire le mot. Et du coup, la BD, c'est un peu un angle mort aujourd'hui. C'est ça qui est formidable, qui nous permet ce genre de truc. Par exemple, Monaco, le sujet même de Monaco, jamais on l'a vu à TF1, jamais on le verra sur une chaîne d'infos classique ou même dans certains journaux, on n'en parle pas. La BD, en fait, d'enquête, elle a cet avantage, c'est que je pense qu'elle est assez tranquille aujourd'hui. La revue dessinée n'a pas été rachetée par un milliardaire, ni Delcourt d'ailleurs, je ne pense pas pour l'instant, mais ça nous permet en fait voilà, de montrer cette vision-là. Et moi, mon propos, oui, c'est clair que je bosse plutôt avec des journalistes engagés,
qui vont en tout cas aller chercher des explications derrière les faits. On va essayer de remonter à ça. La BD, elle a cet avantage-là, c'est qu'elle peut synthétiser énormément. Sur Monaco, moi, j'ai bien aimé apporter que Hélène raconte l'histoire de Monaco, comment elle a été fondée. C'est déjà un endroit qui est fondé par la violence. Donc ce travail de BD, il est formidable parce qu'il permet de synthétiser, de globaliser une idée. On n'a plus une info décalée comme on a aujourd'hui. Par exemple, on va nous parler de quelque chose d'information, on ne sait pas d'où ça vient ni où ça va. Alors qu'avec la BD, on peut totalement raconter l'histoire, en tout cas donner des bases pour que les gens comprennent d'où ça vient, pourquoi c'est comme ça et où ça va. Alors, la BD est sortie il y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, là. Quels ont été les retours? Pour l'instant, ils sont plutôt très bons. On a des belles critiques, en tout cas, de tout ce qui se passe. Mais bon. Tu n'as pas invité à venir dédicacer à Monaco, je suppose. Pour l'instant, non. Alors bon, il y a la pandémie, mais c'est vrai qu'avec Hélène, on en plaisantait parce que oui, on n'a pas eu ça pour l'instant. On espère quand même, hein, ça n'empêchera peut-être pas, hein, mais ouais, c'est vrai que. Il n'y a pas eu de pression extérieure par rapport à la sortie de cet album? Non, il n'y a rien. Alors, moi, personnellement, je pense que je suis considéré comme l'auteur. Donc, même s'il y avait des démarches, je suis dessinateur de BD, je suis peut-être pas très considéré. Après, ce que je rappelle toujours, c'est que les journalistes avec qui je travaille, Hélène ou d'autres, hein, par exemple sur Sarkozy-Kadhafi, ils sont sans arrêt poursuivis. Moi, j'ai vu Hélène, lorsqu'on travaillait ensemble, recevoir des lettres où elle était convoquée pour des procès en diffamation, enfin des gens qui ils sont sans arrêt attaqués, hein, les journalistes aujourd'hui. C'est là où il y a un gros souci aujourd'hui dans notre pays, c'est qu'on n'est plus du tout libre. Il y a vraiment une pression qui est faite sur eux. Il y a des cas emblématiques comme Inès Léraud avec les algues vertes qui se fait poursuivre dans tous les sens. Donc il y a quand même, il y a quand même une pression, mais ils sont assez drôles parce qu'ils ont tellement l'habitude, les journalistes qui ne s'en aperçoivent pas. C'est moi que ça choque. Moi, ça me fait vraiment flipper par contre. Ouais. Alors, une dernière question. Quels sont les projets à venir là? Est-ce que tu travailles sur un autre sujet? Oui, ben on est en cours, mais bon, c'est confidentiel. Je peux pas en parler. C'est un gros truc. Ouais, voilà, je peux pas en parler tout de suite, mais ça devrait. Qui sera aussi sur un sujet social, bien sûr. Voilà, ouais. Ce que je fais aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la BD de réalité. Et c'est vrai que dans mon cas, c'est plutôt du social. Ce qui me plaît, c'est d'aller chercher, travailler avec des gens qui vont chercher derrière les apparences, qui expliquent un peu le monde, comme on dit. Voilà. C'est d'avoir donné ces clés-là, je trouve, grâce à la BD. Ouais. Eh bien, écoute, Thierry, je te remercie. On ait pu échanger autour de cet album, donc Monaco, Luxe, Crime et Corruption, qui est sorti dans la collection Noctambule de chez Soleil. Merci Christophe, merci à toi. Je reviendrai te voir pour le prochain album alors. J'espère bien, c'est très gentil. Ouais. Salut à toi, à bientôt. Salut Christophe, bye.